Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo, une vidéo qui sera dédiée principalement aux indices américains. Nous allons également aborder les pays émergents, mais nous allons nous focaliser principalement sur les indices américains, notamment le Nasdaq. Vous l'aurez compris, hein, nous allons aborder l'explosion des valeurs technologiques. Nous allons même essayer de répondre à cette question. Assistons-nous actuellement à la nouvelle bulle des valeurs technologiques à l'image de celle que nous avons connue au début des années 2000. Donc ce sera le but de cette vidéo, de répondre à cette question. Alors nous allons donc tout d'abord faire un tour hein, des récentes informations. Nous allons par la suite, dès le début, essayer d'avoir des débuts de réponse à cette fameuse question, à savoir si le rallye des valeurs technologiques est une bulle ou est-ce la nouvelle réalité. Devons-nous nous habituer à cela à partir de maintenant? Nous allons par la suite parler des données macroéconomiques extrêmement faibles, malgré une reprise de la demande. Nous allons également parler des paiements par carte qui ont été largement favorisés suite à cette période de confinement. Nous allons faire le point concernant la propagation du Covid, notamment dans les pays émergents. Nous allons aborder le cas du Brésil. Nous allons très rapidement parler Forex et pétrole, mais le but ultime, bien entendu, est de nous intéresser aux indices américains. Alors, devant vous, une représentation graphique du Nasdaq ce matin, le Nasdaq qui faisait face aux 9600 points, à des niveaux assez impressionnants, très proches de ces sommets historiques. Alors depuis, en quelques heures, en 3-4 heures, hein, le Nasdaq s'est replié et cette bougie journalière est déjà dans le rouge, mais très impressionnant de constater un Nasdaq à ces niveaux-là. Et d'où l'objet de cette vidéo, parce que effectivement, on a pu constater une reprise en V sur le Nasdaq. On va essayer de voir pourquoi, on va essayer de voir si cela est soutenable. On va essayer de parler également hein, de ces valeurs hein, qui progressent, qui profitent, qui ont profité de cette épidémie. Alors, tout d'abord, hein, ce qu'il faut savoir par rapport à la situation actuelle, par rapport aux récentes informations, nous avons une escalade des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Donc, la situation est en train de s'aggraver considérablement. Pour l'heure, les marchés semblent faire abstraction de cette escalade des tensions géopolitiques et continuent de poursuivre en territoire positif, donc en ignorant ce risque, un risque qui pèse sur les marchés, un risque qui est bien réel et qui pourrait entraîner les indices en territoire négatif pour effacer les récents gains. Et donc un autre constat hein, concernant l'actualité, nous avons des dépenses par carte bancaire qui étaient extrêmement élevées, ce qui est tout à fait logique étant donné les confinements des différentes économies. Alors ces dépenses par carte bancaire sont en train de s'estomper suite à la fin du confinement. Donc une reprise de la demande qui reste quand même assez contrastée à ce niveau-là. D'un point de vue pétrolier à présent, ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, le pétrole bénéficie également hein, de ce retour de l'appétit pour le risque lorsque nous avons appris le début de tests cliniques sur l'homme hein, pour un nouveau vaccin. Alors cela a propulsé les pétroles à la hausse, hein, que ce soit le Brent ou le WTI, donc un pétrole qui bénéficie également du retour d'optimisme, ce retour d'optimisme qui est le moteur des indices, hein, notamment les perspectives de la découverte d'un vaccin, et c'est également le moteur actuellement pour les pétroles, mais dans un environnement dans lequel les fondamentaux se sont quelque peu assainis. Alors sur le marché d'échange à présent, hein, nous allons parler des devises des pays émergents et donc ces devises qui profitent pleinement de ce retour de confiance des investisseurs, de cette amélioration du sentiment. Il faut également garder à l'esprit hein, le calendrier hebdomadaire. Nous avons la confiance du consommateur américain ressortie inférieure aux attentes. Et ça fait partie des raisons du repli du Nasdaq. Le Nasdaq qui aujourd'hui est en territoire négatif alors qu'en première partie de séance, les contrats à terme, en tout cas sur le Nasdaq en première partie de séance européenne, étaient largement en territoire positif. Nous avons également les PMI de Chicago et attention à jeudi lorsque l'Assemblée populaire de Chine devra voter une loi de sécurité, ce qui devrait entraîner une réplique des États-Unis. Donc une semaine qui pourrait être primordiale dans un contexte où les indices américains, notamment le Nasdaq,
poursuivent à la hausse un Nasdaq qui est proche de ses récents records. Donc cette semaine pourrait marquer un nouveau tournant, peut-être même une nouvelle tendance pour les indices américains. Alors à présent, les récentes informations, donc c'est la fin des mesures de confinement aux États-Unis et en Europe, hein, notamment en France, avec une activité qui se relance petit à petit, et c'est visiblement un test pour une seconde vague potentielle. Alors il y a plusieurs hypothèses. Certains parlent d'une seconde vague en octobre, d'autres parlent de clusters lors des prochains mois qui devraient apparaître ici et là, et j'en passe. Donc pourquoi? Car tout simplement, car les scientifiques n'ont pas suffisamment d'éléments afin de se prononcer clairement, donc on ne peut qu'émettre des hypothèses. Pour l'heure, c'est un test, hein, on devrait bientôt d'ailleurs faire le bilan, cette semaine est cruciale pour juger donc de l'efficacité déjà du confinement, mais également des potentiels risques face à ce déconfinement. Et donc à noter, hein, on en a déjà parlé, la Chine qui resserre son emprise sur Hong Kong et les États-Unis qui pourraient appliquer des sanctions, mais nous n'avons aucune idée de l'ampleur pour le moment, une ampleur qui pourrait être limitée. Donc focus sur jeudi. Concernant les valeurs technologiques, Facebook, Amazon qui atteignent des sommets, hein, je pense difficile de passer à côté. Il vous suffit pour cela, par exemple, d'ouvrir un graphique de Facebook en données journalières. Facebook qui quand même a marqué un record. Il y a eu un gap haussier aujourd'hui en données journalières, mais la bougie est rouge. Hein, Facebook se replie. Et enfin, dernière actualité, dernière information à garder en tête. Selon un professeur d'Oxford, le vaccin n'a que 50% de chances de fonctionner. Il faut savoir que le marché essaye de voir le verre à moitié plein et donc le marché ignore ce genre de données. Donc à contraster, un retour en territoire positif, à contraster, il y a quand même des éléments de risque qui pèsent, des éléments géopolitiques, mais également la réponse la réponse médicale qui n'est pas assurée pour le moment, même s'il y a un vaccin. Donc ça reste, nous restons encore dans l'incertitude totale. Nous allons parler du rallye des techs, nous allons essayer de déterminer si c'est une nouvelle réalité ou une bulle qui, comme toute bulle, devrait éclater, comme la bulle d'ailleurs des valeurs technologiques qui a éclaté au début des années 2000. Donc déjà, première chose, ce que l'on peut constater, premier constat, il y a un bull market sur les marchés, un bull market sur les indices. Par quoi définit-on un bull market? C'est lorsque le marché a évolué de plus de 20% depuis ses récents creux, c'est largement le cas. Mais ce bull market reste non généralisé. C'est un bull market qui n'est pas homogène. D'un côté, ce qu'il faut savoir concernant les indices, il y a des indices qui sont pratiquement revenus à leur niveau d'avant Covid-19, je pense au Nasdaq, on peut le voir ici graphiquement. Vous avez trois indices qui sont représentés sur ce graphique. Vous avez le Nasdaq, le Dow Jones et le CAC 40. Hein. Ça permet d'avoir une vision contrastée de l'évolution des indices. Alors d'un côté, des indices qui sont presque revenus à leur niveau avant Covid-19 et de l'autre côté, des indices qui restent extrêmement sous pression. Je pense notamment à l'Europe du Sud. Hein, j'aurais peut-être dû ajouter l'indice espagnol, mais c'est également le cas hein, pour le CAC 40. Le CAC 40 qui reste sous pression et l'indice italien également, à l'image hein, de l'indice espagnol qui est largement sous pression. On peut voir hein, le Nasdaq qui sort clairement son épingle du jeu et donc ce sont les indices à forte connotation technologique qui arrivent le mieux à s'adapter à ces nouvelles conditions de marché. Hein. Donc c'est ce qui explique cette, si je puis dire, une décorrélation, hein, on peut le dire, parce que les indices sont en tendance, certes, mais par exemple, le Nasdaq est clairement en tendance haussière quand le CAC 40 est en tendance latérale. Nous allons nous focaliser, par exemple, sur les valeurs hein, qui composent le Nasdaq. Nous allons aborder les différentes valeurs à avoir en portefeuille. Il y a deux possibilités pour les investisseurs. Il y a les valeurs de croissance et il y a les valeurs où on mise justement sur la valeur dans l'espoir d'une prochaine reprise. Ce sont les données, ce sont les actions qui ont perdu énormément de terrain et qui ne peuvent que retrouver des couleurs par la suite. Et vous avez de l'autre côté ces fameuses valeurs de croissance. Ce sont ces valeurs qui sont en train de profiter pleinement de cette épidémie. Ce sont donc par exemple les actions que nous avons citées au préalable qui sont sur des records historiques comme Amazon ou Facebook. Et donc un rallye complètement asymétrique. La question c'est la question que l'on peut se poser, est-ce que ce rallye asymétrique, est-ce que ce rallye
non homogénéisé pourrait-il être annonciateur de turbulences à venir? Alors, nous allons essayer de décanter un petit peu la situation pour répondre à cette question. On va s'intéresser on va s'intéresser aux composants, hein, des indices principalement, et on va faire un parallèle avec la crise, la précédente bulle des valeurs technologiques, la crise des années 2000. Alors, nous allons nous intéresser dans un premier temps, nous allons essayer de voir où les rendements ont été le plus attractifs, et à ce niveau-là, on peut d'ores et déjà déceler une certaine anomalie. Donc ici, les trois premiers sont justement ces valeurs, sont ces instruments qui ont bénéficié d'un meilleur rendement. Nous avons d'un côté des actifs que l'on peut qualifier de défensifs, comme par exemple le gold, qui est une valeur refuge, comme par exemple les obligations long terme, 7 ans ou 10 ans, ce sont des valeurs défensives, et vous avez les valeurs offensives comme les actions. Donc c'est assez anormal de voir que les rendements sont élevés dans ces deux classes d'actifs, les actifs défensifs et les actifs offensifs. Donc c'est une première anomalie qui vient nous mettre la puce à l'oreille, qui vient peut-être nous indiquer que l'on pourrait s'attendre à des turbulences à venir. Deuxième chose, si l'on venait faire un parallèle, si je puis dire, avec la crise des années 2000, avec l'explosion de la bulle que nous avons connue à cette même période, il y a un facteur qui pourrait aggraver, un facteur qui est commun justement à cette fameuse période, c'est cette concentration dans le S&P 500 qui était déjà très élevé dans les années 2000, qu'il est beaucoup plus actuellement. Si l'on regarde ici, actuellement la concentration est de 21% pour les 5 plus grosses entreprises, c'est-à-dire que les 5 plus grosses entreprises qui composent le S&P 500 représentent 21% de la capitalisation boursière totale du S&P 500, ce qui est assez gigantesque, excusez-moi l'expression, et largement supérieur à ce que nous avons connu, ce que nous avons pu constater dans les années 2000. Lorsque l'on élargit, les 10 plus grosses compagnies qui composent le S&P 500 représentent 28% de la capitalisation boursière totale du S&P 500, encore une fois largement supérieur à ce que nous avons connu dans les années 2000. Et les zones grisées ici, hein, vous pouvez le constater, ce sont des zones, c'est la zone justement où nous avons eu le fort repli. Donc ceci vient peut-être, cette concentration exacerbée, cette concentration dans le S&P 500 qui est largement supérieure à celle que nous avons connue dans les années 2000, vient peut-être nous indiquer que nous allons assister à un repli, que nous faisons face peut-être à une bulle des valeurs technologiques, et cela est encore renforcé par la première anomalie que nous avons soulevée, par ces rendements positifs, que ce soit pour les actifs extrêmement défensifs ou pour des actifs purement offensifs, comme les actions qui composent le Nasdaq. Nous allons à présent nous intéresser plus dans le détail à ce top 10 des actions du S&P 500. Nous en avons parlé, elle représente 28% de la capitalisation boursière de cet indice américain, le S&P 500. On va essayer de voir les deux situations, notamment au 31 mars 2000, juste avant l'explosion de la bulle, et au 21 mai 2020. Et nous allons essayer de comparer la situation de ces 10 entreprises à ces deux moments distincts. Donc, alors la première chose qui nous frappe ici, c'est que nous avons un PE médian qui reste légèrement inférieur. Le PS médian, quant à lui, est plus élevé. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que concernant les chiffres du 21 mai 2020, les chiffres au 21 mai 2020, cela concerne les 4 derniers trimestres. Donc par la suite, ce sont des chiffres qui devraient se dégrader davantage. Donc un PE médian qui est légèrement plus bas, et un PS médian qui reste plus élevé. Donc à partir de cela, la question que l'on peut se poser, parce que c'est également ce qui peut justifier la hausse, c'est est-ce que la Réserve fédérale américaine pourra continuer son soutien? Est-ce que sa politique sera suffisante
pour justifier des évaluations aussi élevées. Alors je vous rappelle que ce soutien inconditionnel de la Réserve fédérale américaine vient soutenir les actions, et d'ailleurs c'est la dernière déclaration de Jérôme Powell qui a permis une impulsion sur le gold, qui a favorisé largement le gold, lui permettant ainsi de sortir de son triangle symétrique. Donc au vu de ces valorisations, vous pouvez voir même une capitalisation boursière pour Microsoft qui s'est vue multipliée par 3, pour Apple multiplié par 2,7 environ. Donc une telle ces valorisations, est-ce qu'on va réussir à les justifier demain? Est-ce que la politique de la Réserve fédérale américaine sera suffisante pour justifier de telles évaluations? Nous allons nous intéresser à présent à un point de vue un peu plus technique. Nous allons nous intéresser à des situations techniques que l'on constate actuellement par rapport notamment au RSI. Un RSI 14 sur une base mensuelle. Donc en haut, vous retrouverez le Russell 2000 que vous retrouverez sur la plateforme Xstation 5 sous le ticker US 2000. Et en bas, vous retrouverez donc le RSI 14 en mensuel, donc basé sur les 14 derniers mois. Ce que l'on peut constater, nous allons nous baser sur 3 périodes: février 1980, décembre 1999 et juillet 2015. Donc ce sont les périodes où nous avons ici un trait vert, la dernière période avec un trait vert, et la période actuelle. Nous allons commencer par février 1980. On peut constater que suite à ce pic de RSI 14, un RSI 14 mensuel, nous avons pu constater un repli considérable du Russell 2000, un repli qui ne s'est pas fait attendre, qui s'est entamé le mois suivant, le pic de ce RSI 14. Nous passons à présent à la période de décembre 2019. Suite à ce pic du RSI 14 en mensuel, nous avons pu constater, nous avons assisté à l'explosion de la bulle Internet. Donc quelques mois après. Ensuite, lors de juillet 2015, suite à ce pic de RSI 14, les actions, donc les indices boursiers, se sont effondrés le mois suivant, en août 2015. Donc visiblement, c'est une configuration qui semble se vérifier, hormis un pic, hein, celui, il me semble, de 2006. On pourrait donc s'attendre à un repli considérable des indices après avoir marqué un pic de ce RSI 14. Le tout est de savoir à quel moment nous allons atteindre ce pic. Donc il faudra attendre un début de repli de RSI 14 d'un point de vue technique, en se basant d'un point de vue analytique, en se basant uniquement sur cet oscillateur, en se basant uniquement sur le RSI 14, ce serait un signal de vente. Alors pour résumer, donc visiblement et historiquement, parce que nous sommes basés sur les historiques, hein, comme à notre habitude, les niveaux d'évaluation actuels ne semblent pas soutenables. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le soutien inconditionnel des banques centrales encourage les investisseurs à la prise de risque. C'est ce qui permet ce retour, ce passage de risk-off à risk-on. Je vous rappelle qu'en risk-off, les investisseurs ne sont pas ne sont pas prêts à prendre des risques, ils se débarrassent donc des actions qu'ils ont en portefeuille, ce qui entraîne un repli des indices boursiers, et ils se ruent vers des valeurs refuges comme l'or, ce qui soutient les cours du gold. Lorsque le marché est en configuration de risk on, les investisseurs sont confiants quant aux perspectives économiques, sont confiants quant à l'avenir, donc ils s'exposent sur des actifs dits risqués, donc principalement le marché action, ce qui soutient les indices, et ils se débarrassent de l'or qu'ils ont en portefeuille, ce qui pèse sur les cotations du gold. Donc voilà pour ce petit rappel concernant le sentiment de marché, et donc la présence, le soutien inconditionnel des banquiers centraux vient encourager la prise de risque et vient favoriser une configuration, un sentiment de marché en risk on. Ce qu'il faut savoir également, et on va faire un parallèle avec l'année 2017, notamment sur le Bitcoin, c'est que ce genre de crise, ce genre de repli normalement, notamment suite à la propagation du Covid-19, attire de plus en plus d'investisseurs, ce que l'on appelle retail, c'est-à-dire des particuliers sur le marché. Alors l'entrée en masse de nouveaux investisseurs retail sur le marché
pourrait gonfler davantage les prix pendant un certain temps. Alors, et c'est là que l'on fait un parallèle sur le Bitcoin en 2017. Donc c'est une donnée à prendre en considération et c'est une donnée qui est vérifiée et vérifiable. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à présent, pour les investisseurs de court terme, je ne pense pas aux scalpers, hein, je pense aux investisseurs de court terme, ceux-ci, c'est valable également, bien entendu, pour les scalpers. Ceux-ci n'ont pas trop le choix. Ils ne peuvent pas se concentrer actuellement sur la valeur, à moins de se concentrer, bien entendu, à la vente. Mais il est beaucoup plus intéressant de se concentrer à l'achat sur les valeurs de croissance, car ce seront ceux qui auront le momentum le plus favorable et sur du court terme, ce seront ceux qui offriront l'espérance de gain la plus intéressante. Donc un suivi de tendance qui est crucial plus que jamais actuellement, et un suivi de tendance qui doit se faire principalement concernant le stock picking sur des indices de croissance. Concernant le stock picking, je vous invite donc à vous intéresser à la théorie du portefeuille de Markowitz par exemple, où vous retrouverez plus de détails concernant l'allocation de votre portefeuille. Et donc, bien entendu, c'est dans ce genre de configuration qu'il est crucial de diversifier son portefeuille afin de ne pas être exposé à un seul et même risque qui serait par exemple complètement illogique de s'exposer uniquement sur Amazon et Facebook. Pourquoi ? Certes, ce sont des valeurs de croissance, mais vous êtes exposé à un seul et même risque. S'il y a un risque qui apparaît comme par exemple un changement de réglementation ou une détérioration majeure des conditions, une détérioration qui va impacter directement ces valeurs, vous serez exposé à ce risque et vous serez directement impacté à 100%. D'où l'importance de diversifier son portefeuille. Et encore une fois, je vous invite à vous intéresser à la théorie moderne du portefeuille pour plus de détails sur le sujet. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour le moment, le marché ignore de nombreux risques actuellement. Et si l'on s'intéresse aux valeurs technologiques, justement, il y a un risque et c'est la détérioration de la croissance des bénéfices, de ces valeurs de croissance, notamment suite à une victoire éventuelle de Joe Biden en novembre, suite aux élections américaines, car celui-ci pourrait envisager un renforcement des réglementations. Je vous rappelle que Joe Biden avait très récemment proposé par exemple une taxe pour Amazon. Alors un passage, une victoire de Joe Biden lors des élections et des mesures de ce type pourraient nuire fortement par exemple aux valeurs technologiques, et un investisseur qui se serait uniquement exposé à ces valeurs technologiques sans se soucier de la diversification de son portefeuille verrait donc la valeur de ce même portefeuille fondre comme neige au soleil, d'où la nécessité de diversifier son portefeuille, notamment dans ce genre de configuration de marché. Alors nous allons à présent aborder quelques données macroéconomiques faibles, malgré une légère reprise de la demande. Nous allons essayer de nous y intéresser. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à ces données qui nous ont été fournies récemment. Donc, vous avez un premier graphique en haut à gauche qui représente les dépenses par carte bancaire. Vous avez une première année 2019 en jaune et l'année actuelle, l'année 2020 en bleu. À droite, vous avez les ventes de voitures d'occasion pour l'année 2019 en jaune et pour l'année 2020 en bleu. Et donc, concernant donc les ventes de voitures d'occasion, selon Bank of America, c'est un secteur qui pourrait retrouver des couleurs. Alors en effet, on peut comprendre le raisonnement qui sous-tend ici cette indication. De plus en plus de personnes vont essayer de s'éloigner des transports en commun. C'est quelque chose que l'on a déjà pu constater aux États-Unis. D'ailleurs, suite à la fin du confinement, on a eu une reprise du trafic, mais une reprise du trafic qui s'est faite principalement, un retour quasiment à la normale par rapport à l'année précédente sur le trafic par le biais de voitures individuelles. Le trafic par le biais de transports en commun a été délaissé par les Américains. Cela a été constaté, vous pouvez le voir sur les données de trafic qui sont fournies par exemple par Apple. C'est très intéressant parce qu'on peut avoir ces données-là, non d'un point de vue global, mais séparées.
séparés. Vous avez donc le trafic des transports en commun et vous avez le trafic individuel. Et il y a eu une forte reprise du trafic individuel. Nous sommes revenus pratiquement sur les niveaux de l'année dernière aux États-Unis, également en Allemagne, il est important de le souligner. Cependant, concernant les transports en commun, nous sommes bien loin d'une réelle reprise. Donc, on pourrait s'attendre à un secteur qui retrouve des couleurs et c'est celui des voitures d'occasion. Et c'est Bank of America qui le dit. Et d'un point de vue général, nous pourrions assister à une reprise de la demande suite notamment aux États-Unis à ces chèques de relance qui ont été versés aux Américains lors de la seconde moitié du mois d'avril. Alors il faut savoir que cette reprise de la demande n'est que ponctuelle, elle ne sera pas durable. Pourquoi? Car il y a tout d'abord des dépenses qui ont été différées, des dépenses qui n'ont pas pu avoir lieu pendant le confinement. Par exemple, un couple qui projetait de changer de véhicule, qui allait donc concrétiser dans les 2 semaines à venir suite au confinement, a dû reporter ce projet-là. C'est une dépense différée. Et donc cela vient stimuler, cela crée un boom de la demande, si je puis dire, au début, mais cela s'estompe par la suite, car ce sont des dépenses différées, des dépenses qui étaient prévues, et pour des raisons exogènes. Dans notre cas, ce sont les mesures de confinement qui représentent ce facteur exogène. Donc, suite à ces mesures de confinement, certaines dépenses ont été différées, ce qui explique le boom de la demande, mais également les stimulations ponctuelles à l'image de ces chèques qui ont été versés aux Américains. Alors à présent, le risque qui pèse principalement, c'est celui d'une seconde vague d'infection coronavirus. C'est un risque qui est réel car de nombreuses personnes sont exposées actuellement depuis la fin du confinement. On a pu voir passer par exemple sur Twitter des images de soirées de pool party par exemple aux États-Unis sans aucune distance de sécurité, comme si le coronavirus n'avait jamais existé. Donc la crainte actuellement, la réelle crainte, c'est une seconde vague. C'est une crainte qui pourrait s'éloigner au fil des semaines, mais c'est une crainte également qui pourrait se préciser à la fin de l'été. Donc, c'est un risque qui reste présent malgré donc les données encourageantes dont font état les médias concernant les données hospitalières notamment. Alors à présent, nous allons nous intéresser aux pays émergents et les données relatives au coronavirus dans ces mêmes pays émergents, parce que ce sont ces pays qui sont devenus visiblement l'épicentre de la pandémie de coronavirus. Tout d'abord, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le nombre de nouveaux cas signalés chaque jour reste élevé. Il faut essayer de sortir de notre environnement à présent que l'Europe n'est plus l'épicentre, les États-Unis ne semblent plus être l'épicentre. Il faut tout de même s'intéresser au nouvel épicentre. Alors, le coronavirus ne disparaît pas. Il y a de nouveaux cas chaque jour et les experts de l'OMS ont même averti qu'il pourrait y avoir un second pic de la première vague d'infection. Donc il faut garder cela à l'esprit, il faut regarder les données d'un point de vue global, car ce virus n'a toujours pas disparu. Le virus ne disparaîtra pas de toute façon tant que nous n'aurons pas, un réel vaccin. Et la situation est beaucoup plus complexe malheureusement sur les pays émergents, et les indices boursiers ne réagissent pas à cela. Les indices boursiers, je vais y arriver, restent focalisés principalement sur l'Asie, l'Europe et les États-Unis, et donc ils ne réagissent pas à cette explosion des nouveaux cas dans les pays émergents, ce qui peut s'expliquer par le fait tout simplement que la situation s'améliore considérablement, tout d'abord en Europe. Alors malheureusement, on peut le constater ici, on voit le nombre de cas qui augmente considérablement au Brésil. À ce niveau-là, l'Europe était clairement l'épicentre. Les États-Unis sont restés l'épicentre pendant un moment. Malheureusement, le Brésil est en train de prendre ce triste statut, si je puis dire, d'épicentre du coronavirus. Donc, de ce point de vue-là, cela sera ignoré par les marchés, cela n'affecte pas l'économie américaine.
cela n'affecte pas l'économie européenne. Donc c'est pour cela que les marchés font abstraction de cela et qu'on a limite l'impression que le coronavirus est en train de disparaître. Ce n'est pas du tout le cas, il est juste ailleurs en ce moment même. Mais pour le coup, les investisseurs, les opérateurs gardent à l'esprit une chose, ce sont les éventuels effets secondaires du déconfinement, des effets secondaires. Ça pourrait être une seconde vague, ça pourrait être plusieurs clusters qui pourraient se manifester ici et là. On en parle déjà suffisamment sur les médias ici en France. Donc c'est très certainement ce que les opérateurs vont surveiller de très près, ces éventuels effets secondaires d'un déconfinement en Europe et aux États-Unis. Alors nous allons aborder à présent le marché d'échange très rapidement. Nous allons parler de la reprise des devises des pays émergents et nous allons essayer de conclure, voir si si nous assistons à la fin des turbulences. Alors il y a eu déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des percées majeures, notamment concernant l'USD MXN et l'USD ZAR. Donc par la suite, hein, ils ont baissé après avoir donc consolidé sur leur sommet. Alors comment l'expliquer? Comme on peut expliquer d'ailleurs hein, cette hausse du pétrole, la baisse de l'or et la poursuite de la hausse des indices. Le sentiment s'est considérablement amélioré au niveau mondial et ce, malgré le fait que ce virus soit toujours là, qu'il soit simplement en train de se propager dans une autre région. Mais pour l'heure, tant que l'Europe et les États-Unis semblent avoir passé le plus dur, tant que les opérateurs ont l'impression que le plus dur est derrière eux concernant les États-Unis et l'Europe, donc le sentiment continuera de s'améliorer. Alors concernant les perspectives de long terme, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les monnaies des pays émergents sont clairement sous-évaluées et le dollar américain est surévalué. Alors on en parle souvent, hein, on parle souvent de l'USD-BRL, l'USD-BRL qui n'a cessé de marquer des sommets historiques. L'USD-BRL s'est replié, hein, aujourd'hui il s'est quelque peu replié, mais nous avons pu suivre avec attention ce rallye effréné, ce rallye qui ne semblait jamais prendre fin et qui pesait considérablement sur les cours du café. Pourquoi? Car le Brésil est un des plus grands producteurs de café arabica et donc il y a une corrélation négative entre l'USD-BRL, donc le dollar américain et le réal brésilien, et les cotations du café, étant donné que nous cotons le café principalement arabica. Et donc effectivement, nous assistons actuellement à un repli de ces devises-là suite à une amélioration du sentiment. Il faut garder à l'esprit que les monnaies de ces pays émergents restent tout de même extrêmement sous-évaluées et le dollar américain est surévalué. Et donc concernant les paires de devises, donc les majeures, hein, nous avons le CAB et l'euro USD hein, qui reste à la traîne malgré une légère reprise suite à un retour du sentiment d'optimisme. Hein. L'euro a bénéficié également de ces nouveaux espoirs d'un nouveau vaccin. L'euro-dollar a tente de s'affranchir des indices lorsque nous étions scotchés légèrement au-dessus des 1,08. Pareil pour le GBP-USD qui est venu faire un second pullback sur sa ligne de coup. Je vous rappelle qu'en données journalières, il y avait une épaule tête épaule. Donc un câble et un euro-dollar qui restent à la traîne malgré une légère reprise avec le câble notamment qui vient en second pullback sur sa ligne de coup et l'euro-dollar qui s'est rapproché des indices grâce à l'amélioration notamment du sentiment. Il faut garder à l'esprit que la livre reste fortement affaiblie par des perspectives de taux négatifs et l'euro se bat pour ce fameux plan de relance européen qui ne fait pas l'unanimité. Et nous allons terminer par le pétrole et nous allons essayer de répondre à cette question. Est-ce que les acheteurs sont-ils en excès de confiance? Nous avons d'ores et déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il y avait eu une amélioration des fondamentaux. Alors, est-ce que cela suffit est-ce que cela suffit pour venir justifier une entrée en position à l'achat sur le long terme? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout de même rester extrêmement prudent. Pourquoi il faut rester extrêmement prudent? Tout simplement parce qu'il y a tout de même une incertitude extrêmement grande hein, concernant notamment la demande. On a assisté à une belle reprise de la demande, mais est-ce que celle-ci va réussir
à se maintenir. Souvenez-vous, c'est exactement le même principe que la demande suite à la fin du confinement. Il y a cet effet d'achat différé. Il y a plusieurs facteurs qui viennent expliquer le fort momentum d'une reprise de la demande, mais c'est un momentum qui n'est pas soutenable. C'est exactement la même chose pour le marché pétrolier. Suite à la phase initiale de forte reprise, on pourra assister à un ralentissement de la demande et cela se traduira par un repli des cours du pétrole. Pour l'heure, la tendance est haussière, que ce soit sur le Brent ou le WTI. Pour le Brent, la résistance à surveiller, ce sont les 40 $. Concernant le WTI, la zone aux alentours des 36-37 $. Et donc, nous n'allons pas nous attarder plus que cela sur le pétrole, hein. Ce n'était pas le but de cette vidéo, mais je pense que nous avons fait tout de même un tour d'horizon, après nous être clairement intéressés aux indices américains, notamment le Nasdaq et le S&P 500. Alors, j'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse. Il faut garder à l'esprit que certaines valeurs sont clairement surévaluées. Il faut également garder à l'esprit le parallèle que nous avons fait avec l'explosion de la bulle Internet. Il faut également garder à l'esprit le parallèle que nous avons fait avec des pics de RSI 14 en données mensuelles. Tous ces éléments-là, il faut en être conscient pour pouvoir intervenir le plus efficacement possible sur les marchés. Alors vous avez donc toutes les armes en main à présent. J'espère vous avoir apporté quelques éléments qui vous seront utiles dans votre trading. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.